Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et nous accueillons comme invité pour cette semaine le journaliste Michel Taubman, journaliste dans divers journaux et revues, journaliste bien sûr de télévision, écrivain, éditeur, directeur de la collection Archipel, éditorialiste politique sur I24, biographe de DSK, fin connaisseur de la politique au Proche-Orient et surtout spécialiste de l'Iran. Et c'est plutôt à ce titre qu'on a invité Michel Taubman. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous interroger, j'ai demandé au directeur des rédactions de Judaïque FM et de Radio J, Alexis Lacroix, de nous rejoindre. Bonjour Alexis. Bonjour Rafi, bonjour Michel Taubman. Bonjour Alexis. Bienvenue à Judaïque FM. Alors, l'élimination cette semaine du général Qassem Soleimani par les Américains, la redistribution des cartes au Proche-Orient, Téhéran annonce la repose de son programme d'enrichissement d'uranium sans limitation et cherche à reprendre la main sans déclencher la guerre. Nous allons aborder avec vous, Michel Taubman, ces représailles qui se sont déroulées, que l'on dit relativement modérées. L'avion abattu au-dessus de l'Iran, au-dessus de l'aéroport de Téhéran, avec des soupçons portés sur le régime iranien, mais aussi quel est l'impact aujourd'hui d'Israël dans tout ce conflit qui semble s'annoncer. Alors, la première question, c'est cet impact de l'élimination du général Soleimani. On pensait à la Troisième Guerre mondiale tout de suite, entre guillemets. Et puis, j'ai toujours dit, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, une partie des dirigeants de l'Iran sont d'accord, fanatiques, mais ils sont loin d'être des imbéciles. Alors écoutez, tout d'abord, j'étais assez surpris, pas surpris, mais j'étais un peu dépité de voir la réaction des médias français et aussi même de certains hommes politiques français à propos de l'assassinat de Soleimani. Soleimani n'est pas un saint homme, ni un brave soldat qui a été exécuté par les Américains sans raison. C'est un dirigeant de très haut niveau de l'appareil d'État islamique iranien, dirigeant des brigades Al-Quds, qui sont le bras armé des gardiens de la Révolution pour organiser à l'étranger des attentats terroristes. C'est une organisation qui existe depuis le début de la Révolution islamique et c'est cette organisation notamment, avec la complicité des ambassades et d'agents dans les ambassades iraniennes, qui a organisé par le passé des exécutions d'opposants à Vienne, à Berlin, ailleurs, et soupçonnés aussi d'avoir participé aux attentats contre la communauté juive en Argentine au début des années 90. Donc, Soleimani, c'est un élément clé de la stratégie islamique iranienne, de la stratégie d'expansion en dehors du territoire iranien et qui, ces dernières années, a marqué de nombreux points en Irak, au Liban, au Yémen. C'est l'homme clé de cette stratégie. Et cette stratégie... C'est un dignitaire de la terreur. Hein. C'est ça, c'est la version terroriste de la terreur. C'est en tout cas le camp terroriste du régime iranien actuel. Et vous avez été déçu que certains éditorialistes politiques mettent l'accent avant tout sur la responsabilité qu'avait prise le président Trump, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire que autant je pense qu'on doit s'interroger sur l'efficacité de la décision de Donald Trump, car c'est avec le recul qu'on jugera si cette liquidation, on peut parler de liquidation, d'assassinat, de meurtre, si cette liquidation, si cette décision militaire et politique a porté des fruits positifs. Et honnêtement, je pense qu'il est légitime de s'interroger sur la stratégie de Donald Trump. En revanche, sur le plan moral, il n'y a rien de scandaleux à ce que Soleimani ait payé le prix du sang, lui qui a fait verser beaucoup de sang depuis alors Michel Taubman, avant que Rafi continue le questionnement, c'est une question que je suis sûr que tous nos auditeurs se posent. Ceux qui savent aussi que vous avez écrit un essai il y a quelques années sur le président Mahmoud Ahmadinejad, qui était un essai à charge naturellement. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en Iran depuis le départ du sinistre Ahmadinejad ? Ah, écoutez, ce qui a changé, tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que le régime est le même. C'est toujours un régime théocratique dirigé
par l'ayatollah Khamenei, qui est le guide suprême, qui est donc le représentant de Dieu sur terre. C'est pas rien comme pouvoir. C'est le seul régime théocratique, avec le Vatican, mais qui n'est pas du tout au même niveau. C'est le seul régime théocratique qui existe sur terre, et avec peut-être celui du Dalai Lama. Mais c'est un régime théocratique qui n'existait pas, en tout cas dans le monde moderne et contemporain. L'Arabie Saoudite, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un régime tout à fait obscurantiste, plus obscurantiste que la République islamique d'Iran par certains aspects. Mais ce qui a été instauré, mais qui tend la main à Israël aujourd'hui. Oui, mais ça ne change rien à la nature du régime. Mais le régime islamique iranien, qui ne convient pas à l'ayatollah Ali Sistani, le chef des chiites en Irak, parce que ce qu'a fait Khomeini, c'est une espèce d'hérésie dans l'islam chiite, puisque traditionnellement, l'islam chiite est quiétiste, c'est-à-dire, c'est pas un islam laïque, mais c'est, comme on le dit ici en France, mais c'est un islam qui sépare le pouvoir politique du pouvoir religieux. Et du temps des chahs d'Iran, les ayatollahs avaient un pouvoir spirituel, comme l'ayatollah Sistani en Irak, mais il n'aspirait pas à diriger le pays. Et donc, on a quelque chose qui n'est pas non plus, je dis, ce n'est pas la tradition chiite, c'est une hérésie dans la tradition chiite, c'est le bas clergé mené par l'ayatollah Khomeini, le bas clergé le plus réactionnaire, qui a pris le pouvoir avec la complicité de la gauche et bon, dans une situation historique qui est aujourd'hui dépassée, qui était celle de la Révolution, mais ce pouvoir islamique est toujours là. Ce qui a changé, c'est, disons, le visage qui a été donné à l'étranger à travers le président de la République islamique iranienne, puisqu'après Ahmadinejad, qui a fait ses 2 mandats, ses 8 ans, selon la constitution iranienne, un autre visage est apparu, c'est celui de Rouhani. Alors, on a beaucoup dit à l'extérieur, Rouhani est un réformateur. Non, Rouhani n'est pas un réformateur. Dans la typologie iranienne, il est un conservateur modéré. Les réformateurs, je ne parle pas d'opposants au régime, mais ceux qui, à l'intérieur du régime, tout en voulant maintenir la République islamique avec ses dogmes, sa répression et son mode de pouvoir, qui est un pouvoir très autoritaire, même totalitaire, il y a différents courants, mais les réformateurs sont aujourd'hui en prison. C'est-à-dire que ceux qui, en 2009, avaient celui qui aurait dû être élu contre Ahmadinejad, Moussavi, qui était un dignitaire du régime, un ancien chef important de l'armée et du pouvoir iranien, ceux-là même qui auraient dû être élus pour réformer le système sont aujourd'hui en liberté surveillée ou en prison. Je parle donc de Moussavi, de Kéroubi et aussi de Khatami, l'ancien président réformateur islamique iranien. Donc Rouhani, ce n'est pas les réformateurs, c'est les conservateurs modérés. Sauf que sur le plan de la politique étrangère, il y a eu un changement important qui est que la République islamique, sous la direction de Rouhani et avec l'accord du guide suprême, a tendu la main à l'Occident et à la communauté internationale à travers ce fameux accord sur le nucléaire en 2015. Mais depuis 2015, il n'y a pas eu de changement à l'intérieur de l'Iran, il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas eu plus de liberté et il n'y a pas eu moins d'exécutions. L'Iran étant en valeur absolue, après la Chine, le pays où la peine de mort est le plus appliquée, où il y a plus de condamnations à mort exécutées chaque année, en valeur absolue et en valeur relative, numéro 1, puisqu'il n'y a que 80 millions d'habitants en Iran et qu'il y en a 1,3 milliard ou 400 millions. Vous comptez mieux que moi, certainement, Alexis. Monsieur Taubman, merci Chine. pour cet éclairage, de nous replacer le contexte historique un peu de ce régime. Mais je voudrais un peu revenir en arrière sur l'actualité. Soleimani, vous avez raison de dire, était à la tête de la force Al-Quds, l'antenne des gardiens de la révolution. Il est apparu d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, déjà dans le viseur des Américains en 2003. Il était à la manœuvre quand il était caché dans le bunker avec Nasrallah dans la guerre 2006 avec le Hezbollah. Et il détestait. Et c'est vrai qu'il était le stratège du terrorisme à travers les pays de la région. On le dit, impliqué dans l'attentat de Buenos Aires que vous avez rappelé. Et la nuisance de Soleimani n'était plus à démontrer. Mais Trump, après son attaque, après l'élimination de Soleimani, appelle aujourd'hui au dialogue et à la retenue et à la désescalade. Comment vous comprenez? Est-ce que c'est pas un paradoxe? Alors, il y a beaucoup de paradoxes dans la politique de Trump, pas seulement par rapport à l'Iran, dans tous les domaines. Donald Trump a été élu sur la même promesse qu'Obama, c'est-à-dire de faire revenir les boys à la maison, de se désengager d'Afghanistan et d'Irak. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Et Trump,
comme Obama, représente une direction, un leadership américain qui veut se désengager du Moyen-Orient pour mieux se consacrer au conflit qui vient ou à la rivalité qui devrait dominer le XXIe siècle avec la Chine. Ouais, donc, sauf que l'assassinat de Soleimani signifie qu'il y a des limites au désengagement. Voilà, alors c'est ça, c'est là qu'on peut considérer peut-être qu'il y a une incohérence. En tout cas, on verra, là c'est la suite qui nous dira comment analyser cet événement. Trump, c'est un peu comme un boxeur qui a pris beaucoup de coups et puis qui à un moment il décide de réagir et lance un uppercut. Moi, je connais pas beaucoup en boxe, mais je pense qu'il lance un coup qui met l'autre par terre. Et donc, les États-Unis, depuis plusieurs mois, depuis 1 an, ont pris beaucoup de coups sans réagir. Les États-Unis ou leurs alliés. Souvenez-vous, cette opération iranienne, revendiquée officiellement, mais qui vient des Iraniens ou de leurs alliés, nombreux dans la région, contre des installations pétrolières saoudiennes. Pas de réaction. Les Saoudiens étaient furieux à l'égard du président américain qui devait les protéger. Les bateaux qui ont été agressés, arraisonnés dans le détroit d'Ormuz, pas de réaction. Les attaques contre... Et alors, ce qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque contre l'ambassade américaine en Irak, qui rappelle le vieux souvenir de cette prise d'otage. Et ça, pour la mémoire américaine, c'est épouvantable. La prise d'otage qui a duré 444 jours à partir du 4 novembre 79 dans l'ambassade américaine à Téhéran. Et là, il n'y a pas eu de prise d'otage, mais des militants actionnés par l'Iran, proches de l'Iran en Irak, sont intervenus et ont menacé les États-Unis. Et là, d'une certaine manière, les Iraniens sont peut-être allés trop loin, parce que les Américains ne réagissant pas depuis 1 an, ils se sont dit qu'à chaque fois, on pouvait pousser le bouchon un peu plus loin. Et là, la riposte de Donald Trump, est-ce qu'elle est proportionnée? Est-ce qu'elle est disproportionnée? En tout cas, c'est une riposte qui rétablit la capacité de dissuasion américaine. Et c'est ça, je crois, la leçon de cette semaine, c'est que les États-Unis, qui semblaient affaiblis et sur le recul, ont rétabli leur capacité de dissuasion. Alors, l'accord nucléaire sera-t-il une victime collatérale de ces derniers épisodes qu'on vient de vivre cette semaine? D'autre côté, on va voir dans une seconde partie, après une page en couleur, l'attitude d'Israël, inquiète du devenir. Est-ce que Israël peut devenir une cible facile pour les Iraniens? Et quel impact va se reproduire sur Israël? On verra ça après une page en couleur. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission des réponses sans tabou. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Michel Taubman et Alexis Lacroix, le directeur de rédaction de Judaïque FM et Radio J. Alexis Lacroix. Je me demandais justement, Rafi, en écoutant les explications passionnantes de Michel Taubman, comment Israël, au fond, se positionne par rapport à cette montée de tension. Il faut rappeler, donc, Michel, que Aviv Koravi, le chef d'état-major israélien, avait prononcé il y a 2 semaines une conférence de presse très commentée dans les médias occidentaux, une conférence de presse qui s'est tenue à Herzliya, au cours de laquelle il avait mis l'accent sur l'aggravation de la menace létale du régime molacratique iranien sur l'État d'Israël, en précisant notamment qu'il y avait aujourd'hui des tirs de missiles de plus en plus précis et éventuellement, malheureusement, non arrêtables par Kippat Barzal, le dôme de fer. Alors, juste en un mot, est-ce que vous pensez que tous ces éditorialistes qui avaient l'air de nous dire « Oh, bah oui, mais bon, Koravi et son ami Netanyahou exagèrent la menace iranienne », ne se sont-ils pas vraiment furieusement plantés au vu des évolutions les plus récentes ? Alors, il y a une menace iranienne. Le problème est de savoir de quelle menace il s'agit. Il n'y a pas de menace nucléaire iranienne. Là, on peut raconter ce qu'on veut. Koravi n'avait pas évoqué la menace iranienne. Koravi évoquait la menace des missiles de plus en plus précis et de plus en plus inarrêtables par le dôme de fer. Mais Benyamin Netanyahou, depuis plusieurs années, met en garde contre la menace iranienne. Il y a une menace iranienne nucléaire potentiel, mais les Iraniens ne sont pas prêts d'avoir une arme nucléaire. En revanche, et là-dessus, Koravi a raison, en revanche, il y a un vrai problème d'encerclement d'Israël par des forces liées à l'Iran, et c'est un étau qui s'est resserré ces dernières années. Vous regardez de tous les côtés... Le Yémen,
la Yémen, Syrie, l'Irak, voilà, le Liban. Voilà. Et donc, on a partout, et ce qui s'est produit, en fait, depuis 2015, je pense que cet accord, moi, personnellement, je pense que cet accord n'était pas mauvais. C'était le meilleur accord qu'on pouvait obtenir, où on pouvait obtenir l'accord de l'Iran et l'accord de la Russie, de la Chine, des Occidentaux. Le problème, c'est que la situation a changé depuis 2015. La situation a changé, c'est qu'à l'abri de cette nouvelle respectabilité acquise par l'Iran. Oui, mais 2015, Donald Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a dit qu'il ne voulait pas de cet accord. Non, mais attendez, Donald Trump peut dire ce qu'il veut. Je peux ne pas être d'accord avec Donald Trump. Voilà. Je ne suis pas le porte-parole de Donald Trump. Non, ce que je veux dire, c'est que cet accord en soi n'était pas mauvais. C'était une stratégie intelligente qui visait à contenir, non pas à permettre à l'Iran d'avoir la bombe, ni à démanteler le programme nucléaire iranien comme on l'a fait par le passé, par exemple avec l'Afrique du Sud, mais à contenir. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu la guerre de Syrie avec la tournure qu'elle a prise, et avec le fait que les Iraniens ont utilisé cette guerre en Syrie pour favoriser l'expansion de leur domination. Mais quand même, Michel Thoman, nous sommes avec Rafi les porte-parole de personne non plus. Mais quand même, le pessimisme ontologique du Likoud et de Binyamin Netanyahou vis-à-vis du régime iranien, 5 ans après, il semble quand même extrêmement fondé. Je suis désolé. C'est pas seulement le pessimisme de Netanyahou, c'est le pessimisme de tout le monde en Israël. C'est le réalisme. Michel Topman, dire qu'aujourd'hui, l'accord nucléaire devienne et peut-être un bon accord. Est-ce que certains vont vous reprocher d'être un peu naïf? Alors attendez, Rafi Marciano, là, moi je suis pas là pour débiter telle ou telle thèse pour faire plaisir aux auditeurs. J'essaye de réfléchir collectivement. Je vous dis que cet accord en soi n'était pas mauvais. Mais que la situation a changé et qu'à l'abri de la respectabilité acquise par cet accord, les Iraniens cet accord a permis aux Iraniens, c'est la guerre en Syrie, c'est le déroulement de la guerre en Syrie qui a permis aux Iraniens une expansion sans précédent qui fait qu'aujourd'hui on a un véritable impérialisme iranien au Moyen-Orient. Est-ce que vous êtes inquiet pour Israël? Il y a de quoi être inquiet, bien sûr. C'est-à-dire la situation d'encerclement qu'évoquait à l'instant Rafi, c'est une situation qui n'est pas un fantasme des généraux israéliens. C'est une réalité. Mais je vais vous dire, c'est intéressant, Michel Topman, parce que quand vous dites le programme nucléaire devient l'accord nucléaire et peut-être un bon accord, il faut l'entendre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Mais pourquoi c'est un bon accord? C'était un accord qui avait un sens dans le contexte de 2015 parce que c'est un accord qui permettait de contenir la marche en avant de l'Iran vers la bombe atomique et qui en même temps permettait une certaine ouverture qui aurait peut-être permis à l'Iran de s'ouvrir. Attendez. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ce que ne contenait pas cet accord, c'était les questions essentielles et les plus dangereuses aujourd'hui, c'est les missiles balistiques. C'est les bases, c'est l'expansionnisme iranien. Le danger aujourd'hui, c'est pas l'arme atomique. Le danger immédiat, ce sont les missiles, la capacité de missiles à moyenne portée qui peuvent toucher les villes israéliennes, et c'est les bases iraniennes en Syrie. Et de ce point de vue-là, les Israéliens font preuve d'un réalisme très important et qu'on doit saluer ici. C'est en étant implacables dans leur dissuasion, contrairement aux États-Unis qui ont beaucoup hésité. Les Israéliens ne sont pas pris en faute du point de vue de leur dissuasion. Et donc, les Israéliens ne cessent depuis 1 an et demi de taper les bases des gardiens de la révolution qui sont aux portes d'Israël. Jeudi soir, Michel, les Israéliens ont bombardé sur la frontière syro-irakienne une base iranienne où ils ont découvert que les Iraniens construisaient un tunnel pour faire passer des armements du côté. Donc, mais ce que je veux vous dire, l'idée de... Je comprends que vous disiez cet accord et peut-être pouvait contenir, etc. Mais du point de vue israélien, quand un pays dit qu'il faut radier cet État, ils peuvent pas avoir la même appréciation. Non, mais attendez, là, de toute façon, je vais pas lancer une polémique. Je vous dis une chose qui ne mérite même pas... Je vous dis, à l'époque, je pensais ça. Aujourd'hui, cet accord est dépassé. Et cet accord, il excluait 3 questions. Les missiles balistiques, les bases, l'expansionnisme iranien. Et puis la 3e question, c'était la reconnaissance de l'État d'Israël. Et ça, en passant cet accord, la communauté internationale aurait dû demander, sinon la reconnaissance, en tout cas l'état de non-belligérance. Et on peut pas passer un accord qui sur le plan technique n'était pas mauvais avec les Iraniens, avec un pays qui continue de menacer de détruire
un pays voisin. Alors justement, et donc, par exemple, ça, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne reproche pas à la communauté internationale d'avoir discuté avec les Iraniens, mais les conditions de l'accord. Michel Thoman, faisons un peu, avec le temps qui nous reste, un peu de géopolitique régionale. Vous avez donc cet encerclement d'Israël qu'on évoquait à l'instant avec Rafi, par des puissances hostiles, de plus en plus hostiles et qui sont alliées. Alors, d'après vous, si vous étiez un responsable, un dignitaire de l'armée israélienne, par exemple, ou des services israéliens, est-ce que vous miseriez, vous, sur des puissances voisines qui, elles, sont, j'allais dire, dans une perspective inverse, c'est-à-dire une perspective de main tendue à Israël pour faire front face à la menace iranienne, je pense notamment à la Jordanie et à l'Arabie. Pour compléter la question d'Alexis Lacroix, est-ce que vous croyez qu'il y a, chez les dirigeants iraniens, des positions de bonne foi par rapport à Israël? Ah non, pas du tout. Ah non, aucune. Ah non, là, aucune. Mais le monde entier ne se détermine pas uniquement par rapport à Israël. Oui, mais enfin, dans la région, c'est quand même très important. Mais Israël doit se déterminer uniquement par rapport à ses propres intérêts. Mais alors justement, est-ce que ces intérêts sont liés à cette partie du monde sunnite, anti-iranien, qui se tourne de plus en plus vers l'État juif? Bah écoutez, pour l'instant, les Saoudiens, les pays du Golfe sont des alliés fidèles des États-Unis. Ça a tangué un peu ces derniers temps puisqu'il y a des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et le fait même que les Américains n'aient pas été capables de défendre les installations, de riposter après les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes, ça a commencé à faire... Il y a une petite musique dans la tête des dirigeants saoudiens, de dire après tout, si on n'a plus confiance en eux, il faudrait peut-être se réconcilier avec nos frères iraniens. N'oublions pas le pacte germano-soviétique de 1939. N'oublions pas cette alliance Hitler-Staline, les pires ennemis, et puis brusquement, qui s'allient. Donc, Israël et les États-Unis ont tout à fait raison de miser sur une alliance avec ces pays voisins, les pays du Golfe, qui ont besoin de la protection militaire et logistique israélienne et américaine, mais en même temps, c'est une confiance, je dirais, qui doit être très limitée, et si on déjeune avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. Est-ce que Kippat Barzel doit être renforcé? Est-ce que le dôme de fer doit être renforcé? Alors écoutez, vous me posez des questions. Oui, bien sûr. Non, mais attendez. Après... je vais vous dire autre chose. En tant que je suis israélien aussi. J'ai la nationalité israélienne. En tant qu'Israélien, j'ai une confiance totale dans les forces de sécurité et dans l'état-major militaire et sécuritaire israélien, et je sais qu'il prendra les bonnes décisions. Donc c'est pas à moi de leur dire vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Autant non, mais on peut vous demander, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir en voyant un avion abattu, l'élimination de Soleimani, les déclarations des Iraniens, les inquiétudes des dirigeants israéliens? Est-ce que cela vous pousse à dire dans la région nous sommes optimistes ou pessimistes? Non, moi je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un entrepôt où il y a des barils de poudre partout et avoir des gens qui s'y promènent en jetant des mégots en disant ça n'explosera jamais. Et donc là, les Américains, les éditorialistes rationnels vous diront mais les Américains ne veulent pas la guerre, les Iraniens ne veulent pas la guerre. Oui, mais quand vous accumulez des masses de haine, des masses d'armement, et là je parle du Hezbollah, je parle des milices chiites irakiennes, je parle du Liban, je parle de la Syrie, je parle des gardiens de la Révolution. Quand vous accumulez tout ça et que vous faites chauffer au milieu de masses qui sont déshéritées, qui sont pauvres, qui rejettent la mainmise iranienne sur la région, on a un cocktail explosif, c'est-à-dire des régimes très affaiblis sur le plan intérieur, une république islamique qui est contestée non seulement dans ses marches, c'est-à-dire au Liban, en Irak, mais aussi à l'intérieur de l'Empire, c'est-à-dire au cœur de l'Empire, dans les rues de Téhéran il y a encore quelques semaines, et qui a répondu de manière terrible, qui prouve la fragilité du régime. Donc on est devant une situation où les dirigeants islamiques iraniens peuvent à un moment donné trouver la guerre comme porte de sortie, comme fuite en avant. Vous seriez d'accord avec l'éditorial du Maariv ce matin qui disait la région c'est comme une grande piscine remplie de pétrole et les Iraniens peuvent jeter une allumette. Ah bah tout à fait d'accord. Je n'avais pas lu cet éditorial, mais pour finir, en 1914 c'est pareil. Aucune puissance officiellement ne voulait la guerre et finalement l'enchaînement des tensions, des montées de la tension a conduit fatalement à ce que la guerre ait lieu. Oui, alors je dirais une chose. Je parlais tout à l'heure avec un opposant iranien qui m'a dit des choses que je savais déjà par ailleurs. La mort de Soleimani
n'a pas causé de grand chagrin en Iran. Alors on a vu des ça a soulagé une grande partie des dirigeants iraniens. Oui, on a vu des gens qui pleuraient, mais vous savez, il y a 20% des Iraniens qui soutiennent le régime. Donc vous pouvez faire venir avec des cars 1 million de personnes un jour de congé, mais il y a 80 millions d'Iraniens et une grande partie d'entre eux ont vu cette élimination comme une bonne chose. Juste une conclusion sur votre vision de la région et des événements à venir. Ah bah vous savez, c'est quand même c'est la marmite du diable, hein. C'est-à-dire c'est une région où malheureusement pour l'instant Israël est un peu la Suisse du Proche-Orient et dont la sécurité qui règne à l'intérieur d'Israël est faite est due au fait qu'Israël se défend et qu'Israël ne laisse rien passer du point de vue des attaques et des agressions extérieures. Mais je vois pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, tant qu'existera le régime islamique iranien, et il a encore de beaux jours devant lui, hein, parce qu'il est solide et parce que il n'est plus... Ce qui a changé par rapport à 2003, à l'intervention en Irak, c'est que les Américains sont affaiblis. Et la puissance aujourd'hui dominante, c'est la Russie. Et ce n'est pas bon pour la démocratie. Michel Taubman, merci. Alexis Lacroix, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.